Il est 13 heures partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes les bienvenus sur RTI. Au tout début de ce journal, on ira au palais de la présidence de la République où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a reçu hier le secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Viviane Aïma était présente lors de cette audience. Son compte-rendu à suivre. En 2021, le ministère de l'Éducation nationale a enregistré 5 833 cas de grossesse en cours de scolarité au primaire et au secondaire. La Côte d'Ivoire compte près de 7 millions d'élèves inscrits dans 19 130 écoles. Les données statistiques scolaires ont été présentées hier. Elles permettront au ministère de mieux planifier les besoins. Au Burkina Faso, conformément au communiqué des chefs d'État de la CEDEAO concernant la durée de la transition, le porte-parole du gouvernement indique qu'elle a été adoptée de façon consensuelle et sur le cas de l'ex-président Kaboré, il assure que des concertations ont été initiées pour son retour dans une résidence familiale de son choix. On démarre cette édition au palais de la présidence de la République avec cette activité du chef de l'État. Je vous le disais en titre, le président Alassane Ouattara a reçu hier le secrétaire général des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Une audience suivie pour vous par Viviane Aïma. Son témoignage. Devant le courage et la bravoure dont a fait montre le premier contingent de casques bleus ivoiriens envoyé par le gouvernement pour participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, ce jeudi 31 mars, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, dans un entretien que lui a accordé le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, a sollicité le déploiement à nouveau d'un contingent de casques bleus ivoiriens au sein de l'opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique. Nous avons évoqué la situation au Mali et les efforts en cours en ce qui concerne notamment le volet politique, les discussions en cours sur la transition, les efforts pour encourager un accord sur ce point, efforts que les Nations Unies soutiennent. Nous avons également évoqué l'évolution de la situation sécuritaire et la manière dont nous pouvons ensemble aider le Mali et toute la région à faire face à ces défis sécuritaires qui restent très préoccupants. Et à cet égard, nous avons parlé du rôle de la MINUSMA. La MINUSMA continue de travailler activement au service des populations, au service du Mali et de la sécurité dans ce pays et dans la région. J'ai dit au président de la République à quel point nous apprécions le service des soldats ivoiriens à la MINUSMA. En ce qui concerne la Centrafrique, nous avons également parlé de la situation dans ce pays et des discussions que nous avons en ce moment avec les autorités ivoiriennes pour un éventuel déploiement d'une unité, d'une compagnie de réaction rapide ivoirienne au sein de l'opération que nous avons en République centrafricaine, la MINUSCA. Donc ces discussions sont en cours. Nous souhaitons qu'elles puissent rapidement se concrétiser. Nous allons poursuivre ces discussions dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Mais en tout cas, nous sommes très positifs quant à cette perspective. Longtemps absente des opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique et dans le monde, la Côte d'Ivoire est devenue depuis 2017 le 23e pays contributeur. Dans le cadre de la MINUSMA, ce sont près de 1000 casques bleus ivoiriens qui ont été déployés au Mali, dont un bataillon militaire de 650 soldats. 4 casques bleus ivoiriens ont été tués dans une attaque des groupes armés terroristes le 13 janvier 2021. Et juste avant cette audience, le chef de l'État était à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour une levée de corps, celle de la mère du ministre Ali Koulibaly, décédé donc le 20 mars dernier. La cérémonie a été marquée par des prières pour le repos de l'âme de la défunte. Le reportage d'Abou Sanogo. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Cérémonie de levée du corps de Adja Fatoumata Fofana, génitrice du ministre Ali Koulibaly, conseiller spécial du président de la République. Une cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara,
qui a tenu à lui apporter soutien et compassion en cette période douloureuse. Cérémonie marquée par des prières formulées par les imams du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses pour le repos de l'âme de la défunte. Rappelée à Dieu le dimanche 20 mars dernier, Adja Fatoumata Fofana sera inhumée à Niéméné, dans le département de Dabakala. On en vient maintenant aux données statistiques scolaires 2021-2022 de la région qui ont été présentées hier à la communauté éducative, aux autorités administratives et aux structures décentralisées. Ce sont les données des CAFOP, du préscolaire, du primaire et du secondaire. Des statistiques qui devraient permettre au ministère de l'Éducation nationale d'adresser les problématiques et mieux planifier les besoins. On en sait plus avec Sephora Zegui. Elles ont entre 12 et 17 ans. Elles sont pour la plupart à l'école primaire ou au secondaire. Elles ont contracté une grossesse en cours de scolarité. En effet, 5 833 cas de grossesse ont été enregistrés au cours de l'année scolaire 2020-2021. 233 cas dans le primaire et 5 600 dans le secondaire général. Des chiffres qui s'expliquent selon le directeur des études, des stratégies, de la planification et des statistiques. Quand il y a eu la Covid, les enfants, il y a eu un délaissement. Ils ne sont pas là à l'école. Donc, ils ont voulu expérimenter presque tout. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de cas de grossesse dans les établissements. Ces chiffres ont été présentés à la communauté éducative et aux partenaires de l'éducation nationale. Lors de cette présentation, il ressort que plus de 600 000 élèves ne disposent pas d'extrait d'acte de naissance. Parmi eux, 69 523 sont en classe de CM2. Des mesures sont donc prises pour pallier ce problème. On a mis tout le monde à contribution et il y a un arrêté qui est sorti pour demander aux parents d'élèves d'apporter les extraits de naissance de leurs enfants. Sinon, ils ne vont pas composer à l'entrée en 6e. Depuis que nous avons dit ça, on a retrouvé en une semaine 20 893 extraits de naissance qui nous ont été fournis. On est à 48 000, actuellement, on a à peu près 48 000 enfants qui n'ont pas encore d'extrait de naissance, mais l'opération court jusqu'au 8. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, insiste sur le rôle que jouent les statistiques dans la planification au niveau du secteur éducation-formation. Les données qui sont fournies, ça nous donne une photographie du sous-secteur éducation nationale et de telle sorte que on a un diagnostic du système qui découle de là et ça permet éventuellement d'apporter les éléments de correction qu'il faut au sous-secteur. Sans oublier que grâce à ces données-là, on peut faire des projections sur le futur et donc cela nous permet de faire de l'orientation stratégique. Le nombre d'élèves est estimé à 6 901 546 pour l'année scolaire 2021-2022. Ces données sont disponibles sur le site www.men.dpes.org. Allons-y maintenant à cette cérémonie de dédicace, la dédicace d'ouvrages de contes pour enfants. Ce sont donc 5 livres au total du même auteur. Tillet Yvonne y aborde essentiellement les tares de la société. C'est à la librairie Siloé de Cocody, Cocody Saint-Jean. Le témoignage de Patricia Omoetia et Ami Sangari. La dédicace de ces ouvrages a eu lieu en présence d'amis, de collègues et de parents. Elle aborde les thématiques qui mettent en œuvre les tares de la société. Tillet Yvonne est auteur de 6 livres, dont 5 contes et un roman intitulé Mélissa. L'épouse infidèle et la femelle du crapaud et sa rivale, ces recueils de contes et légendes de l'Ouest nous plongent dans la tradition d'An. Pour la professeure d'espagnol à la retraite, les Africains n'accordent plus autant d'importance aux contes. Le conte est un récit d'aventure imaginaire destiné à divertir et à éduquer le lecteur ou l'auditeur. Quant à la légende, c'est une vraie histoire qui s'est passée et à laquelle on a ajouté ou amputé des parties au fil des années. J'engage les parents à faire un effort pour offrir à leurs enfants 1 ou 2 livres de contes. Yvonne Tillet est une écrivaine et conteuse originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après une carrière d'enseignante, elle a fait valoir ses droits à la retraite. Désormais, elle se consacre exclusivement à ses passions d'écrivaine et de conteuse.
On quitte le rêve des comptes et direction l'AFOR, l'agence foncière rurale, où Kobena Kwasi Adjumani a effectué récemment une séance de travail. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, est venu s'imprégner des réalités de l'agence. On en sait plus avec Dangui Dangui. Au-delà de l'accueil auquel il a eu droit dans les locaux de l'agence foncière rurale AFOR à Cocody, le ministre Adjumani est surtout venu s'enquérir des acquis, des défis et des perspectives de cette agence qui n'a que 5 ans d'existence. En témoignent les visites des locaux qu'il a effectuées et surtout la séance de travail de plus d'1 heure qu'il a eue avec les responsables de cette structure de l'État. C'est vrai qu'il y a des difficultés de compréhension souvent de la part de nos parents qui ne comprennent pas que c'est pour leur bien-être et c'est pour eux que l'AFOR travaille et qui étaient réticents dès le départ. Mais quand on voit le nombre de certificats fonciers délivrés, quand on voit le nombre de villages délimités, mais quelque part on se dit que finalement l'AFOR a fait usage de pédagogie. Les responsables de l'AFOR n'ont par ailleurs pas caché les facteurs limitant les contraintes auxquelles leur structure fait face, notamment les problèmes de financement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de soutenir l'AFOR pour atteindre les objectifs. Il y a quelques difficultés dues au fait que les finances ne suffisent pas. L'agence foncière rurale AFOR a pour mission, entre autres, la délimitation des territoires de village, la certification foncière et la contractualisation entre les propriétaires terriens et les exploitants non propriétaires. De retour des locaux de l'AFOR, le ministre d'État a mis le cap sur le plateau où il s'est empressé de donner cette nouvelle aux producteurs de cacao. 825 francs le prix du kilogramme de cacao. Le cacao bien séché, bord champ, pour la campagne intermédiaire d'avril à septembre prochain. Jean-Luc Bangbo. Le prix du cacao pour la campagne intermédiaire 2021-2022 est fixé à 825 francs de kilogramme. Une annonce et un tonnerre d'applaudissements. 825 francs CFA le kilogramme de cacao, comme lors de la campagne principale. Ainsi en a décidé le gouvernement pour la campagne intermédiaire, c'est-à-dire la période allant d'avril à septembre 2022. Comparé à l'année dernière à la même période, il s'agit d'une hausse de 10%. Le prix pour la campagne intermédiaire avait été fixé à 750 francs CFA. Une réévaluation qui ravit les cacaoculteurs. Tout le monde s'attendait à 750 francs le kilo. Et à notre grande surprise, le chef de l'État annonce que le prix de la grande campagne serait reconduit. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjumani, ce prix traduit surtout la volonté du chef de l'État de garantir un revenu décent aux producteurs de cacao. Le président de la République a toujours été soucieux du bien-être des producteurs de café cacao. Et c'est pour cela que chaque fois, quand l'occasion lui est donnée, il fait des efforts de sacrifices supplémentaires pour soutenir les producteurs de café et de cacao. Un sacrifice qui a tout de même un coût financier important. Nous sommes à 68% du prix CAF. C'est un effort considérable qui s'évalue à 60 milliards de francs CFA en considérant les 12 milliards de francs CFA déjà mis à la disposition des producteurs par le gouvernement pour juguler les difficultés engendrées par la pandémie à Covid-19. Le ministre a salué les performances de la filière qui continue de maintenir la Côte d'Ivoire au premier rang des producteurs de cacao. Le pays s'est également engagé sur les chantiers de la traçabilité de son cacao en vue de sécuriser de façon durable l'économie cacaoyère.
Et les bonnes nouvelles n'arrivant jamais seules, le prix du pain reste inchangé. Il demeure fixé à 150 francs CFA pour 174 grammes et 200 francs CFA pour la baguette de 232 grammes. C'est une décision du Conseil des ministres et nous avons tenu à faire le constat sur le terrain. Khalil Diomandé, Issa Chonayeo, reportage. Désormais, le prix du pain sur l'ensemble du territoire est fixé à 150 francs CFA pour la baguette standard de 174 grammes et à 200 francs CFA pour la baguette améliorée de 232 grammes. La décision a été annoncée ce mercredi en Conseil des ministres. Cette mesure vient pour maintenir l'équilibre du secteur et atténuer les effets de la hausse des coûts du blé sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Qu'en est-il sur le terrain? À Cocody-Mermoz, chez ces boulangers, l'ancien tarif est encore d'actualité. Les prix de baguettes sont à 150 pour le moment. À quelques encablures de là, dans cette boulangerie à Cocody-Blocos, le prix du pain est à 150 francs CFA. Mais pour 200 grammes à la Riviera Golf, le constat est quasi similaire qu'à Blocos. Normalement, le poids du pain est 300 grammes. Donc, à la cuisson, ça fait les 1/5 du poids. Ça revient à 250. Donc, on roule entre 250, 230, 240. Le pain va rester à 150 francs. Nous, on a déjà statué ça entre nous ici. Chez les consommateurs, les avis sont plutôt mitigés. On veut que le prix reste à 150, même si le kilo est petit. On va se débrouiller avec. C'est une mesure qui tient compte des préoccupations des producteurs de pain et puis en même temps qui essaie d'avantager les consommateurs. C'est une très bonne initiative. Ceux qui veulent consommer le pain de 150 vont consommer le pain de 150 et pour certaines personnes vont consommer aussi le pain de 200. Ce tour des boulangeries a été l'occasion pour la population d'inviter le ministère du Commerce à plus de vigilance quant au respect des mesures prises par le gouvernement. Le pain, c'est donc 150 francs CFA, ni plus ni moins. Le prix de l'essence super, lui, par contre, est monté un petit peu. Une légère hausse dont est venu parler hier soir le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Thomas Camara était sur le plateau du 20h. Extrait. La reprise économique mondiale après la crise sanitaire Covid a engendré une augmentation des prix des produits pétroliers à l'international. Notre pays, à l'instar de l'ensemble des pays du monde, n'a pas été épargné. Le gouvernement avait donc pris des mesures pour réduire l'impact de la crise sur les populations et préserver le pouvoir d'achat des Ivoiriens, notamment en décidant de la suspension de l'application de la formule automatique de fixation des prix des produits pétroliers. Cela s'est traduit par une subvention du prix des produits pétroliers de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Toutefois, les prix des produits pétroliers continuent leur tendance à la hausse en raison de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Cela a entraîné une importante augmentation des prix à la pompe, à la fois du super et du gasoil, partout dans le monde et notamment en Afrique. Compte tenu de cette situation et pour garantir un approvisionnement adéquat de notre pays en produits pétroliers, tout en préservant les couches les plus vulnérables, le gouvernement a décidé de procéder à une augmentation du prix du super, qui passera de 635 francs le litre à 695 francs CFA le litre, soit une hausse de 60 francs CFA par litre, à compter du 1er avril 2022. Le prix du gasoil, quant à lui, demeure inchangé à 615 francs le litre, pour ne pas avoir d'impact sur le coût du transport en commun et des marchandises. Cela correspond à une subvention additionnelle de l'État de 64 milliards pour le seul mois d'avril 2022. Au total, l'État aura consenti un effort d'environ 120 milliards de francs CFA de janvier à avril 2022 afin de préserver le pouvoir d'achat
des ménages vivant en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Venons-en maintenant à l'actualité Covid. 19 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés hier jeudi en Côte d'Ivoire, ce qui porte actuellement à 23 le nombre de cas encore actifs. 81 741, c'est le nombre de malades recensés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie avec 796 morts. Vous pouvez appeler les numéros 101 et 143 pour vous informer et pour vous protéger, il faut appliquer les gestes barrières et vous faire vacciner pour vivre en pleine santé. En cette période de carême, les catholiques de Bondoukou bénéficient du soutien de Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ministre d'État a fait un don de vivres au diocèse de Bondoukou, don reçu par l'évêque Monseigneur Bruno Essoyedo, qui a profité du moment pour prier pour la paix et le vivre ensemble. Les précisions de Godefroy Okambawa. 1 tonne de riz, 1 tonne de sucre et une enveloppe de 1 million de francs CFA. C'est la composition du don du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, au diocèse de Bondoukou, en cette période de carême chrétien, remettant le don à l'évêque du diocèse, Monseigneur Bruno Essoyedo, le président du conseil régional du Gontougo, Kosonou Kwasi Ignace, explique le sens de ce geste. La Caritas, c'est eux. C'est eux qui ont initié la Caritas et la Caritas n'a pas de couleur. Toutes les communautés bénéficient de la Caritas. Nous sommes venus remettre ça à l'évêque pour qu'il en fasse bon usage au profit des populations. Je voudrais sincèrement, Monseigneur, vous dire merci pour ce que vous faites pour la région. Nous savons compter sur vos prières. Au nom de l'évêque, le vicaire général du diocèse, Monseigneur Benoît Kwasi, a salué le geste du ministre d'État à l'endroit de la communauté chrétienne catholique du diocèse. Vous démontrez que vous êtes des hommes de foi. Vous tenez compte de Dieu. Vous êtes les vrais enfants de Dieu en partageant avec nous. Et nous, à notre tour, nous partagerons avec ceux qui sont dans le besoin, avec les nécessités. Un soutien qui vient aider la communauté catholique de ce diocèse à passer un bon temps de carême. Un cheminement vers la fête de Pâques, prévue pour le dimanche 17 avril prochain. Quelle relation entre les partis politiques et la société civile? Certaines ONG sont accusées d'être à la solde des politiques, à tort ou à raison. Certaines même seraient leur porte-voix. Et pourtant, les organisations non gouvernementales s'en défendent. Elles disent jouer uniquement leur rôle. Nous avons décidé d'y jeter un œil pour tenter d'y voir clair. Quelle indépendance donc de la société civile face aux partis politiques? C'est un document signé Sidonie Davila. C'est en 1990 que le concept de la société civile naît dans la plupart des pays africains. En Côte d'Ivoire, c'est à l'orée du multipartisme que la société civile s'est fortement développée en termes d'influence et de capacité d'intervention. À certains moments donnés de la vie de notre pays, il y a des organisations qui sont mobilisées, qui ont permis de changer les choses. Vous vous souvenez de 1992 lorsque le professeur Denis Segui et nos illustres anciens se sont mobilisés pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir le multipartisme, vous comprenez que ça a été aussi un moment fort de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et là, il y avait des organisations civiles telles que la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. La société civile, de façon générale, se définit comme étant ce qui n'est pas la société politique. Donc lorsqu'on retire la société politique, tout ce qui reste est considéré comme société civile. Mais il y a eu dans l'évolution l'apparition d'une nouvelle variante de la société civile qui est incarnée par les ONG. Cette réalité-là est relativement jeune. Défenseurs des droits de l'homme, ONG, syndicats, associations ou organisations, quel que soit le nom qu'ils se donnent, les acteurs de la société civile partagent tous un même idéal. Par essence même, la société civile est différente des partis politiques. Parce que les partis politiques sont les régulateurs, alors qu'une société civile se veut l'interface
entre les populations, la base et l'État. La société civile a une mission de contre-pouvoir pour veiller à ce que celui qui est au pouvoir n'abuse pas du pouvoir. Faire connaître et mieux représenter les intérêts des citoyens auprès de l'État, c'est le rôle des structures de la société civile. Dans l'exécution de sa mission, son indépendance doit être préservée. Une indépendance qui est souvent pointée du doigt par les populations. Il y a certaines organisations, malheureusement, qui sont de connivence avec certaines chapelles politiques qui, à la fin de l'année, font des rapports qui font la part belle à certaines obédiences politiques. Elle ne joue pas le rôle, n'est-ce pas, qu'elle devrait jouer, parce que quand on voit en Europe, ce sont ces organisations-là, n'est-ce pas, qui obligent nos dirigeants de pouvoir regarder le peuple comme il se doit. Mais quand on voit un peu tout ce qui se passe, on a l'impression même que c'est des clubs d'amis. De plus en plus, on constate des violences faites aux enfants, la maltraitance sur les enfants, la maltraitance même sur les femmes qui souffrent en silence et tout ça. Alors, on ne voit pas le rôle véritable des ONG. Il faut le reconnaître, ils sont beaucoup influencés par les politiques. Accusée à tort ou à raison de faire le jeu des pouvoirs publics, la société civile s'en défend. Il peut arriver qu'un parti politique et une organisation de la société civile aboutissent au même résultat dans une analyse. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ces deux entités-là font le même travail. Dans les missions et dans les objets, naturellement, il peut arriver des moments où il y a une sorte de collision. Société civile et partis politiques, pour l'un comme pour l'autre, c'est un engagement commun qui les lie, à savoir le bien-être des populations. Je retiens que c'est peut-être les gens qui veulent discréditer la société civile et qui pensent qu'elle est manipulable. Mais il faut voir la justesse des problèmes que la société civile pose. Si vous avez un projet de loi à l'Assemblée nationale, la société civile, une organisation de la société civile peut avoir un avis à donner. Mais évidemment, l'organisation ne sera pas entendue par l'hémicycle ou par le Sénat. Donc, dans ce cas, l'organisation approche un parti politique qui est un groupe parlementaire ou un député tout simplement pour porter sa voix. C'est pareil au niveau politique. Donc, il y a une collaboration nécessaire qui s'impose. L'indépendance dans l'action, la société civile la revendique. La société nous juge. Donc la société est bien placée pour voir que celui-là, il dit il est société civile, mais en la vérité, il est vendu. La société va le sanctionner. Ce sont les organes de la société civile qui doivent se positionner comme lanterne en remplissant des fonctions assez claires, sans se compromettre, en faisant des propositions, de sorte que la société se porte mieux. Pour la force qu'elle représente, la société civile est encouragée à œuvrer pour la cohésion sociale. J'exhorte surtout la société civile à œuvrer dans cette recherche de la cohésion sociale qui est très importante, qui doit servir de ciment entre les différentes populations. C'est donc à juste titre que la société civile participe au dialogue politique qui est aujourd'hui à sa 5e phase. Ce dialogue politique signifie simplement que la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Les sujets sont débattus sans a priori aucun. Le plus important, c'est qu'au sortir de ce dialogue, la Côte d'Ivoire puisse aller vers la réconciliation nationale. ONG, associations, organisations, pour ne citer que celles-là, ces structures de la société civile travaillent de façon bénévole et beaucoup parmi elles bénéficient d'aides extérieures. Partis politiques, société civile, quelle indépendance? C'est un grand reportage de Sidonie Davila du service politique de la rédaction de RTI. Quelques jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra le 25 mars dernier, le gouvernement burkinabé a réagi. Dans un communiqué, les chefs d'État de la CEDEAO s'étaient dit très préoccupés par la durée de la transition fixée à 36 mois et avaient également demandé la libération sans délai et sans condition de Roch-Marc Christian Kaboré. Concernant la durée de la transition, le porte-parole du gouvernement souligne qu'elle a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales
Et sur le cas de l'ex-président Kaboré, il assure que des concertations ont été initiées depuis 3 semaines pour son retour dans une résidence familiale de son choix. Vous, votre choix est fait. Restez sur RTI 1. Merci et à vendredi prochain.